le balado Écologie et Société, c'est un espace de discussion libre et ouvert où j'invite des acteurs de la crise climatique et des enjeux sociaux, que ce soit des professionnels ou des porteurs de témoignages uniques, mais surtout, je crois que c'est des gens du quotidien qui sont surtout aussi très pertinents parce qu'ils vivent et font partie intégrante d'une réalité qu'on cherche à comprendre. Parce qu'au fond, on fait tous partie du même toit de l'enveloppe environnementale actuelle. Alors, le balado Écologie et Société, ça commence maintenant. Donc, bienvenue au podcast Écologie et Société. Si vous ne l'avez pas déjà fait, évidemment, suivez-nous sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, puis YouTube. Puis Balado Québec aussi, je pense que ça a finalement fonctionné. Donc aujourd'hui, je reçois Marie-Caroline Bourg, qui est fondatrice et CEO de Vertocube. C'est une entreprise qui est spécialisée en collecte intelligente et tarification incitative. Donc, comme l'affiche le dit, on va parler un peu plus d'éco-fiscalité. On va définir des concepts. Puis, en fait, c'est comment je l'ai rencontrée. C'est une amie d'enfance, je ne me trompe pas, de Alain, qui était mon collègue au travail. Puis il m'a dit qu'il y avait deux bons amis qui avaient vraiment des bonnes connaissances justement dans tout ce qui est technologie verte, bâtiment et tout, mais éco-fiscalité, c'était quelque chose que je connaissais pas puis que j'étais vraiment curieux d'en apprendre là-dessus. Donc, bienvenue Marie-Caroline. Merci. Donc, ben là, c'est ça, tu peux-tu nous dire ton background, t'as étudié où pour devenir justement CEO d'une entreprise qui fait de l'éco-fiscalité? Est-ce que ça s'étudie, la folie? Je ne sais pas. En fait, moi, je suis ingénieure de formation. J'ai fait un virement dans les années 2010, un petit peu avant. Je voulais travailler en environnement. Donc, je suis repassée prendre une formation. Puis, travailler un petit peu dans les sols contaminés. Okay. Je n'ai pas aimé ça. Ah non, pourquoi? Excavation, excavation, élimination. Fait que non, c'est surtout surveiller des chantiers. C'était pas ma tasse de thé. Non, OK. Puis... Fille de livre, finalement. Non, mais l'impact était moins significatif pour moi. OK, je comprends. OK. Puis, j'ai eu la chance, en fait, très vite de goûter au merveilleux monde des matières résiduelles avec un mentor extraordinaire qui est Jean-Louis Chamard, qui est une ponte dans son domaine. Okay. Puis comment t'es tombé là-dessus, sur cette expérience-là de gestion de... j'ai appliqué un emploi. Une fois que j'ai fini. J'ai fini mon diplôme, j'ai appliqué, puis j'ai eu le poste. Et j'ai découvert un monde inconnu, un monde extraordinaire, en fait. Un monde que je trouve que les gens ne connaissent pas beaucoup, en fait. C'est ça qui est un peu dommage. C'est monsieur, madame, tout le monde. Oui, de plus en plus. Ouais. Mais tu sais, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui est allé regarder ou visiter une zone de dépotoir là, pour voir comment les déchets sont collectés. Puis il y a plein de mythes associés à ça, là, sur le recyclage. Ça se recycle vraiment au Québec et tout. Oui, effectivement. Effectivement, mais il y a beaucoup de politique, en fait, avec les déchets, parce que justement... personne ne veut s'en occuper, puis il faut par contre, faut pas polluer, puis il faut que ça coûte le moins cher possible. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire, mais c'est un monde absolument fascinant, extraordinaire, d'une diversité incroyable, avec des possibilités incroyables, parce que, dans le fond, moi j'aime bien voir ça comme... Tout ce qu'on met en marché aujourd'hui, ça génère une activité économique incroyable, hein, quand tu penses. La fabrication, la mise en marché, la vente, les normes, tout ça. Puis tout ça, ça a une vie qui finit. Ça arrive en fin de vie. Puis dans une économie circulaire, dans le fond, il faut aussi qu'on développe tous ces métiers-là, toutes ces compétences-là. Puis c'est pour moi un champ des possibles parce que... On en est juste au début de l'économie circulaire et on sait qu'il faut aller là. Donc, ça prend une quantité de personnes puis de savoir pour justement traiter ces matières-là. Là. Genre, c'est pas toutes les matières qui se traitent de la même façon. Là. Donc, je pense que c'est un peu ça que tu dis, en fait. Oui, mais c'est pas juste le traitement, le changement de comportement de la même manière que tu vas essayer de pousser un acheteur à acheter une bouteille, tu vas pousser un usager à essayer de bien trier ses déchets. Donc, et tout social, ça prend... il y a beaucoup de psychologie, en fait. Il y en a pour tout le monde. Il y a de la technique, mais il y a beaucoup de psychologie. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de psychologie en écofiscalité? Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on analyse les façons de gérer les tarifications incitatives un peu? Ou? Oui, absolument. C'est un changement de comportement. Donc, qui dit changement de comportement dit psychologie, absolument. OK. Puis est-ce que vous avez fait des études
en psychologie, justement, pour obtenir justement une meilleure façon de gérer ça? Non, bonne question. Par contre, quand on a implanté le premier système à Beaconsfield, on a fait appel à un psychologue qui était spécialisé dans la gestion du changement en environnement. Donc, oui. C'était une spécialité en psychologie, la gestion du changement? C'était un psychologue qui avait fait ça. OK, wow! OK, c'est intéressant, ça. Son expertise tout dans les changements de comportement, puis beaucoup autour des déchets, d'ailleurs. Puis, parle-moi de l'entreprise. Le nom vient de où? Puis, ça existe depuis combien de temps? Qu'est-ce que ça fait? Oui, écoute, VertoCube, en fait, ça vient de Verto, qui est la vertu, j'aimais beaucoup. Okay. Et puis, Cube, parce que dans le fond, je voulais faire un lien avec l'ancien nom de la même entreprise qui s'appelait Enviro R-Cube, mais qui était imprononçable. Donc, l'idée, c'était un petit peu le carré, l'environnement au cube. Puis là, avec VertoCube, on a la même idée. Voilà. OK. Puis ça existe depuis combien de temps? Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Ben, en fait, ça fait 12 ans. 12 ans qu'on existe déjà. 12 ans, OK, nice. Puis est-ce que... Puis qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, est-ce que c'est quoi la mission première? Si vous pouvez le définir dans vos mots, du moins. Là. Ben, ça va être très rapide, c'est réduire les déchets de manière significative. Oui. C'est vraiment ça. OK. Puis vous accompagnez les entreprises ou des personnes qui font des entreprises qui font de la gestion de collecte ou de la transport de... En fait, non, nos clients, c'est vraiment les municipalités. Okay. Donc, c'est vraiment 100% les municipalités, nos clients ou les organismes qui gravitent autour des municipalités. OK. Puis vous travaillez beaucoup de politique, le travail de politique, de gestion de matière, en fait, là, pour aider les citoyens? Oui, en fait, c'est vrai, c'est compliqué, la gestion d'une ville. Hein, il faut gérer des fonds publics, il faut gérer des citoyens qui sont avant tout des clients. Et puis, il faut naviguer dans toute cette complexité-là. Donc, la politique est évidemment jamais bien loin. Mais ultimement, il faut payer les factures et il faut maintenir les comptes de taxes assez bas. Donc, on se rejoint bien là-dessus, l'efficacité. Les villes le font bien. Est-ce que c'est vraiment des personnes qui sont... on est content de payer. Il y a plein de gens qui disent « Ah, les mots de taxes, on n'est pas content de les payer, les impôts, c'est jamais bien investi, les nids de poules et tout. » Mais la gestion de la matière, c'est genre clairement, nous, on le voit pas. Là. Je veux dire, un nid de poule, on peut le voir. Mais la gestion des déchets, je pense que c'est quelque chose que... Ça vient vite aux citoyens, non? J'ai l'impression que dès que c'est... Tu sais, je sais pas c'est où, je pense que c'est Laval récemment en plus, je pense que c'est ma municipalité qui s'est passé de la place d'être aux semaines, c'est aux 2 semaines. Là, c'est la cata, là, genre les citoyens, ça n'a pas d'allure, nanana. Puis comme là, il n'y a pas de gestion de changement du citoyen qui dit qu'il faut pas que lui, peut-être qu'il arrête de réduire, mais... En fait, c'est aussi pour ça. Puis, oui, il y a toujours, comme tu dis, il y a toujours de la gestion du changement. Absolument. Puis c'est pour ça que c'est important la communication, puis comment on amène ça. Mais ce qui est fabuleux, c'est de voir comment, de la révolte de l'opposition, à un moment donné, on comprend pourquoi. Et c'est ce cheminement-là qui est intéressant. Puis au niveau de l'écotaxation, c'est le principe utilisateur-payeur. Hein? Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait, la majorité de la population est en faveur. Ah ouais? OK. C'est ça qui est intéressant. Personne n'aime payer pour les déchets des voisins. Hein? Ouais, exact. Ouais. Alors, quand on a compris que finalement, quand on paye le même prix tout le monde, c'est payé aussi pour les voisins qui ne font pas d'efforts. Une fois que les citoyens ont compris ça, ils embarquent parce que c'est le potentiel de payer moins cher. C'est ça, l'écofiscalité avant tout. Hein. Un peu comme la réduction de la facture d'électricité, c'est le même principe. Là, je veux dire, exactement. C'est la tarification D, etc. Là, ces trucs-là. C'est un peu le même principe. Okay. Et puis, comme devrait être l'eau, il y a beaucoup de municipalités pour qui l'eau aussi, c'est une facture. C'est pas partout, malheureusement, mais ça tombe sous le sens quand on... Puis on utilise quelque chose. Puis c'est-tu la seule façon ou la meilleure façon, du moins, depuis votre expérience, de faire un réel changement collectif? Ou... En fait, c'est toujours une panoplie de services puis d'approches, de qualité. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a déjà des services extraordinaires au Québec. Hein. On a une collecte de recyclage en porte-à-porte depuis longtemps, pêle-mêle. On n'a même pas, si tu vas en Europe, tu vas en Suisse, je pense qu'il peut y avoir jusqu'à 9 différents bacs. On demande aux gens de trier. Nous, c'est tout pêle-mêle, c'est facile, c'est papier, emballage. Côté citoyen, c'est hyper facile. Et malgré ça,
que ce soit facile. Pareil pour le compost. On a des bacs maintenant à la porte. C'est facile. Alors oui, ça prend un peu d'adaptation. Quand on n'a pas l'habitude, ça ne se gère pas de la même manière que des déchets, mais c'est facile. On n'a pas à aller porter nos composts. Puis malgré ça, dans les lieux d'enfouissement, les déchets domestiques contiennent encore 72% de matière valorisable, recyclable ou compostable. Oh my God! C'est dommage. Ouais. Mais oui, mais ça veut dire qu'on a un potentiel de réduction extraordinaire. Oui, il y a du travail à faire, effectivement. Oui, mais en fait, on a le service pour le faire. Puis, je dirais même, on a les datas. La plupart du temps, maintenant, les municipalités exigent une collecte intelligente. Il faut juste se rendre à la dernière étape, qui est ce qu'on offre, le traitement des données pour aller jusqu'à la tarification incitative. J'ai reçu l'organisme, le GRAM, qui travaille justement sur beaucoup la sensibilisation à justement cette collecte-là. Ils font du porte-à-porte avec des pamphlets, explications. Est-ce que c'est, selon vous, une bonne façon de le faire ou c'est justement de mettre plus de contraintes financières aux citoyens pour qu'ils fassent pour activer un changement ou c'est une combinaison. Okay. C'est une combinaison de tout. C'est sûr que l'information, la sensibilisation, l'éducation, c'est essentiel. Quoi que tu fasses dans une nouvelle approche, il faut absolument passer par là, mais on se rend bien compte que c'est non suffisant. Donc c'est un problème complexe, donc une solution complexe. Oui, dès qu'il y a de l'humain, il y a de la complexité. Hein? Oui, c'est vrai. Donc oui, et l'avantage de mettre en fait un prix aux déchets, c'est qu'on attire l'attention. C'est qu'on commence à faire attention à ce qu'on jette, on commence à faire attention à son bac. Et là, il y a une prise de conscience qui vient avec une prise de responsabilité qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est s'assurer que le bac est assigné à la bonne personne et que cette personne-là en a conscience. De sorte qu'on passe d'une responsabilité... je dirais individuel, en fait. Exactement. Exactement. Il y a vraiment un changement, il y a un déclic qui se passe. Il y a vraiment une magie qui se passe. Puis, pourquoi aller jusqu'à la tarification? Parce que malheureusement, si on ne fait pas de tarification, on ne met pas en place les moyens pour assurer les mêmes suivis et on finit par perdre le fil de, justement, à qui appartient le bac. Je ne sais pas, rappelle plus, c'était qui que j'avais reçu au balado qui avait dit ça, que je pense que c'était sur les politiques forestières, je pense qu'on discutait de, dans le fond, comment les taxes étaient subdivisées, puis le fait qu'ils soient tous ensemble, mais ça fait que ça cache l'impact. On ne sait pas c'est quoi la différence. C'est comme un peu dire, OK, je paye pour tout le monde la facture au dîner. Ah, ça me coûte 1 000 $, mais c'est qui a payé plus cher? Ah, c'est toi qui as pris le homard finalement qui a fait augmenter, mais on ne voit pas le détail de la facture. Et si on la voyait, on pourrait dire, hey, c'est bon, il faudrait peut-être que tu dépenses un peu moins. Genre. C'est un peu ça qu'on fait. Absolument. Puis la première chose que je fais quand je rentre chez un client, une nouvelle municipalité, c'est de dire quoi qu'on fasse, faire apparaître le montant de combien ça coûte. C'est la première des choses. Que ça coûte de gérer ces déchets. C'est ça. Par porte, par logement. C'est la première chose. Faites apparaître la petite ligne qui dit combien ça coûte. De sorte que quand on met en place des mesures, on a un benchmark pour montrer tel potentiel de réduire. Tel potentiel de réduire. Et puis, collectivement... parce qu'après, tu peux faire un delta. C'est le but. Ta facture, c'est ici. On peut aller probablement jusqu'à ci. Puis là, tu peux dire, tu pourras avoir 600 $ par mois ou par année ou je sais pas quoi. Là, je sais pas. Mais puis dire que finalement, au bout de la ligne, t'as un voyage au bout de la ligne de ce que tu aurais pu sauver. C'est un peu ça. Oui, pas un voyage. On n'est pas prêt à dépenser un voyage en partant pour les déchets. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le delta est pas très grand. Hein? Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça prend pas un immense delta. C'est la combinaison de ces facteurs-là. C'est le fait qu'on ait les services, c'est le fait que maintenant, on veut surtout pas payer pour son voisin, donc on fait attention à son bac. Puis on y prend goût. C'est ça qui est impressionnant. Malgré le delta petit. Oui, malgré le delta petit. Malgré le delta petit, c'est sûr qu'on s'habitue à tout en tant qu'être humain. Donc, une municipalité va peut-être, et c'est la beauté de la tarification incitative, c'est que tu changes tes grilles tarifaires chaque année. C'est voté par les élus. Donc, peut-être qu'il va falloir augmenter le delta un petit peu avec le temps, mais au départ, tu n'as pas besoin que ce delta soit très grand pour changer des comportements. C'est vraiment le fait... Il y a quelqu'un quelque part qui
qui comptabilise le nombre de fois que je mets le bac. Puis surtout, je veux pas que mon bac soit utilisé par quelqu'un d'autre. Puis finalement, les services, ils sont juste là. Fait que finalement, c'est vrai que j'arrive à changer beaucoup. Puis on y prend goût. Puis tout ça, c'est un processus dans la gestion du changement. Et puis, c'est pas du tout vers la culpabilité qu'on va, c'est exactement l'inverse. OK. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on prend goût à faire du bien. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus une approche de potentiel. Potentiel de sauver, potentiel de tu sais, j'avais quelqu'un qui disait à la place de se dire « Ah, ben je commence à réduire », ben je le vois comme un projet. Genre, je vois ça comme quelque chose qui est intéressant on y à faire, prend goût parce ça. que, dans le fond, la majorité de la population sait qu'il y a quelque chose qui cloche avec notre surconsommation. Que tu agisses ou que tu n'agisses pas, moi, je suis convaincue que ça demeure dans l'inconscient collectif, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et quand on donne l'opportunité aux gens de faire mieux, il y a réellement un feel-good qui s'installe. Ouais. Puis c'est ce feel-good-là qu'on veut nourrir. Ouais. Parce que, tu sais, quand vous dites que c'est l'inconscient, c'était une fille sur Instagram que j'ai commencé à suivre, qui fait aussi un podcast sur l'écologie et tout. Puis elle disait que c'était... C'est les grandes entreprises, Coca-Cola, qui font du plastique, qui, eux, ont décidé pour nous que ce produit-là allait être dans du plastique. Ils nous ont imposé le fait que ça allait être ça, parce que pour eux, ben, c'était la façon la moins chère, la plus facile de le faire. Puis c'est à nous de le recycler. Mais si on prend conscience de ça, ben, justement, c'est feels good de se dire, ben moi, j'ai pris conscience, mais j'encourage pas ça. Genre, je veux réduire mon impact écologique en plastique, en fait. Ben, c'est ça qui est le plus surprenant, en fait. En fait, depuis notre premier exemple à Beaconsfield, puis ça se confirme après, chaque municipalité qui a répété ce modèle-là, ce qui est rigolo de voir, c'est finalement, c'est beaucoup plus populaire qu'ils ne s'y attendaient. Aujourd'hui, maintenant, c'est réglé, cette question-là. Le pollueur-payeur, c'est quelque chose qui tombe sous le sens, dans la mesure où c'est bien géré, dans la mesure où c'est pas un faux prétexte pour augmenter les taxes, mais dans la mesure où c'est bien géré, c'est apprécié, ça tombe sous le sens. En anglais, aux États-Unis, ils appellent ça le système SMART, en fait. C'est Save Money and Reduce Trash. C'est exactement ça. Fait, comment on peut être contre? Oui, exact. Mais là, vous dites que vous faites la collecte de données. Et vous le faites comment, puis pour qui, puis comment? Oui. C'est qui applique la tarification? C'est les municipalités. Donc, on le fait pour les municipalités qui ont aussi la responsabilité de la gestion des déchets domestiques, donc d'aller collecter. Et depuis de nombreuses années déjà, les camions sont super équipés dans ce qu'on appelle la collecte intelligente. On pousse un tout petit peu plus loin pour la tarification, mais ils sont déjà équipés des systèmes de télémétrie, donc des camions GPS. Ils sont déjà équipés de caméras parce que la plupart des camions sont robotisés. Donc, ça prend des caméras pour manipuler le bras robotisé, mais ça prend une caméra pour surveiller ce qu'il y a dans la trémie. Parce qu'une bonbonne de gaz dans la trémie qui est compressée, le camion, il explose. Donc, c'est une raison de sécurité. On est à ce niveau-là, quand même. Oui, c'est une question de sécurité, les caméras. Il y a eu déjà des incidents, c'est pour ça qu'il y a le système de caméras? Oui, ça arrive, des accidents, absolument. Mais... donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne rajoute pas de technologie. Il y a la lecture de l'identifiant. Ça, c'est un élément qui est essentiel quand tu veux faire de la tarification à l'acte, la tarification incitative. Il faut que tu saches à qui appartient le bac. Donc, il y a la lecture d'identifiant. Mais je dirais même ça, les systèmes RFID, ils ont existé avant qu'on applique la tarification incitative. Déjà, les collecteurs voulaient optimiser, savoir comptabiliser le nombre de bacs qui est élevé par telle route, par tel chauffeur, pour optimiser leurs opérations. Donc, nous, on utilise tout ça et toutes ces données qui sont fragmentées, mais en fait, on fait en sorte que la municipalité maîtrise ces données-là. Et surtout, on automatise le traitement, évidemment, avec l'intelligence artificielle aussi, pour minimiser les interventions. Parce que ce qu'on a constaté avec le temps, c'est que le traitement est encore laborieux et il peut y avoir un abandon finalement du traitement de ces données-là, du suivi de ces données-là. Mais qu'est-ce que les villes font avec ces données-là? Comment, vous dites qu'il faut qu'ils maîtrisent, mais pourquoi ils font... Pour l'objectif, c'est de la tarification incitative. Moi, c'est vers ça toujours qu'on travaille. Donc, c'est savoir à qui appartient le bac. C'est l'assignation qui est fondamentale. Si tu veux augmenter ta responsabilité, il faut qu'on sache à qui appartient le bac. Il faut que la personne ait ce sentiment aussi là pour avoir sa responsabilité.
responsabilité individuelle. Donc, tous ces suivis-là, parce que des bacs, ça bouge, hein. C'est pas comme une... On peut se faire voler notre on peut se faire voler, il peut partir au vent. Ça arrive souvent, les gros bacs, là, c'est ça. Ouais. Donc, ça génère beaucoup d'anomalies, et c'est toutes ces anomalies-là qu'il faut suivre, parce que si tu les suis pas, tu perds le contrôle de ta base de données, donc tu perds la responsabilisation, et puis petit à petit, ça sert à rien. Voilà. OK. Et donc, tu peux pas tarifer si tu sais pas à qui appartient le bac. Y a-t-il une façon de... Mettons, selon le système, là, si tout système tout fonctionne bien, il y a une façon d'avoir $0, en fait? Si, mettons, on part en vacances, puis pendant 2 semaines, juste curieux, là. On n'a pas de déchets, il n'y a pas de tarification, ou comment ça marche? En fait, il y a toujours quand même des coûts de base, hein, comme n'importe quel système de gestion, tu as quand même... c'est pas parce que tu pars en vacances que le fonctionnaire, lui, il travaille pas à suivre les contrats ou à autre chose. Donc, en fait, comment ça marche, la tarification? Je dirais que le modèle, pas mal de base, c'est tu as un montant fixe qui peut être en fonction du volume, comme c'est le cas à Beaconsfield, c'est pas le cas à Lorraine. Puis après, tu as un montant qui est variable en fonction des levées. Donc, en général, dans ton montant fixe, on va inclure un minimum de levées. Normalement, c'est à peu près 1 par mois. C'est quoi une levée, juste pour ceux qui Une levée de bac, oui, merci. Ouais. Dans le fond, ça veut dire... Exactement. Okay. C'est ça qu'on comptabilise. Hein, c'est le nombre de fois que le bac est vidé. C'est le citoyen qui choisit la taille de son bac, qui choisit quand est-ce qu'il le met à la rue. Okay. Et après, le camion comptabilise ça. Et c'est ces données-là qu'on compile pour pouvoir appliquer une tarification incitative. Moi, par exemple, là, je suis tout seul dans mon 4,5. J'apporte mon sac de plastique. Là. Imaginons-le que si j'ai mon bac avec mon volume précis, là, je l'apporte une fois par peut-être mois max, peut-être même 1 mois et demi. Fait que ça sera une levée à chaque 1 mois et demi, mettons. Donc, tu paierais rien de plus. OK. Ce serait ça. Si tu étais dans un contexte comme Beaconsfield ou comme la ville de Lorraine, tu paierais pas plus. Tu paierais le prix minimal, le coût de base. OK. Ah, ouais. Parce que c'est 1 par... C'est quoi le prix de base? En général, on fait 12 levées gratuites inclus par an, inclus dans le prix de base. Ah, fait que j'en fais moins que... Non, je pense pas que moins de 12 quand même. Là. Ah, j'avoue. Ça, c'est... En général, tout est possible, hein, puis ça évolue. C'est ça la beauté aussi du système, c'est qu'on l'adapte selon chaque année. Mais en général, c'est pas mal ça qu'on retrouve dans tous les modèles. C'est à peu près une levée inclus dans le prix de base. Puis c'est ça qu'on cherche aussi, c'est que dans le fond, oublions pas, on est dans un contexte où on a un gros bac de recyclage, on a un gros bac de compostage. Et qu'est-ce qui reste après? La litière pour chat. Ah oui, c'est vrai. Ça, on aimerait trouver une solution pour la litière pour chat. Ah non, comment ça se... Non, c'est vraiment très dommageable ou c'est quoi? C'est lourd. C'est lourd, oui, c'est lourd. C'est lourd et puis bon, c'est ce qui nous pousse à mettre aux poubelles plus souvent. Ça se recycle pas? Comme je sais pas, j'imagine que ça se recycle pas, là, mais je veux dire, dans le sens où comme c'est très dommageable comme pour l'environnement, une litière à chat, j'ai aucune idée. C'est surtout du tonnage. Ouais, OK, l'impact, en fond, puis oui, il y a de les matières organiques. Puis oui, les matières organiques qui sont envoyées dans un lieu d'enfouissement, c'est beaucoup. C'est en fait une demi-tonne de CO2 que tu génères par une tonne de déchets. Fait, à la quantité de tonnes qu'on génère, c'est beaucoup. C'est ça, l'inertie, elle rentre en compte. Là, justement, c'est lourd, la masse. Là, Oui, puis c'est surtout que tu génères une matière organique qui est enfouie, donc dans un milieu anaérobie, tu génères du méthane. Ouais. Et le méthane, c'est 27 fois le CO2, donc ça grimpe très, très vite. 24 à 27, là, les études ils varient, là, mais ouais. En fait, avec le temps. Avec le temps, ça n'arrête pas d'augmenter. C'est ça. Je pense que quand j'ai commencé en environnement, c'était à 20, puis là, maintenant, on est rendu à 27. Fait que juste pour closer la question, là, c'est fait qu'il y a des puces par bac, puis c'est pas toutes les municipalités qui ont ça. Là, c'est ça que je comprends. Mais en fait, les bacs, maintenant, viennent pas mal par défaut. Les bacs neufs viennent pas mal avec une puce par défaut. Mais on travaille sur d'autres systèmes aussi, plus de reconnaissance visuelle. On est en essai, là. On est en pilote par rapport à ça. Mais oui, c'est en fait un identifiant. Peu importe le système, c'est que c'est un identifiant. Puis, au niveau des chiffres, c'est combien de municipalités au Québec qui utilisent un système, pas juste avec votre entreprise, là, mais juste combien il le fait vraiment? Vraiment, écoute, on les compte sur les doigts d'une main au niveau résidentiel. Ouais, parce qu'on avait cet enjeu de traitement des données. Puis là, ça évolue. Là.
OK. Ben oui, c'est ça qu'on est en train de faire évoluer, absolument, parce que c'est quand même beaucoup de données, beaucoup de suivi. C'est beaucoup plus complexe. Puis, évidemment, ben, les ressources humaines ont mieux à faire que de compter des petits bacs. Donc, il faut automatiser tout ça et c'est ce qu'on fait. Oui. Puis, c'est-tu à cause de ça, justement, qu'il y a une réticence des municipalités à justement commencer ce genre de programme-là? Mais puis, c'est quoi votre pitch de vente pour dire « Hey, c'est vraiment intéressant, j'embarque », puis les municipalités qui le font, ils ne regrettent pas de l'avoir commencé? Non, ou c'est ça, jamais. Dans le fond, pour les municipalités, ça devient... ces tarifications-là, dans le fond, ça revient à collecter plus de fonds pour la ville, en fait. Là. Ben non, parce que comment ça c'est marche, pas... ça, ouais? Ben, on n'en collecte pas plus, comme je t'expliquais au début. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on part de notre montant moyen de base, donc de dollars par habitant. Donc, on est peut-être, dépendamment d'où est-ce qu'on se situe, on est autour de 200 dollars par habitant, dépendamment de la ville et de l'endroit. Et le but, c'est de pouvoir payer moins que ça. Et certains vont payer plus, ceux qui vont générer plus vont payer plus. Parce que là, dans le fond, là, ce qu'on mentionnait pas, c'est que là, OK, mettons, ça coûte 200 $ par habitant, mais ils payaient-ils tous plus que 200 $ sans ce système-là, dans le fond? Non, là, ce dont je te parle, c'est notre montant moyen de base. Donc, on peut dire l'ensemble des coûts vont payer, l'ensemble des coûts de la gestion des matières résiduelles dans cette ville va peut-être coûter 200 à 300 $ par résidence, c'est pas par habitant, par résidence. Donc, tu pars, ça, c'est ton benchmark, c'est ta ligne de base, et après, tu montes ta grille tarifaire en fonction de ça, de sorte que ceux qui utilisent le moins leur bac, qui mettent ou qui ont le plus petit bac, ben, vont payer moins. Quand on a implanté le système à Beaconsfield... ça, c'est avec votre système. Moi, j'essaie de faire une comparaison avec le... sans le système, payait-il plus avant? Ben, c'est sûr que collectivement, ça coûte plus cher. Hein? Tu génères plus de déchets, c'est plus de... C'est intéressant pour les citoyens et la ville, dans le fond, avec le système. Oui, mais n'oublions pas qu'une ville, ça ne fait pas de profit. Hein? Donc, ce qu'elle paye, c'est le citoyen qui va le payer à bout de ligne. Oui, c'est ça, exact. Donc, on peut dire la ville, mais ça reste le citoyen en bout de ligne qui va le payer. Puis c'est justement le pitch de vente, c'est que ça devient intéressant avec cette grille tarifaire-là de le gérer ou c'est vraiment toute l'entreprise qui prend en charge ce système de collecte de données? Non. Ben, en fait, nous... C'est intéressant pour les villes, dans le fond. Nous, on est le chaînon manquant. Quand tu l'as dit tout à l'heure, la gestion des données a été un frein. Il y a énormément de municipalités au Québec qui ont implanté la collecte intelligente en se disant on va éventuellement aller vers la tarification incitative. Et toute cette complexité de gérer ces données-là qui sont fragmentées, qui sont dépendamment du collecteur, il faut qu'ils aillent sur chaque plateforme. Ils ne maîtrisent pas, ils ne peuvent pas nécessairement faire tous les suivis, c'est long, c'est complexe. Donc nous, on est depuis le temps que je travaille là-dedans, en fait, j'ai identifié vraiment ce qui nous manque. C'est ça, comme en Europe, en fait. On a des compagnies qui vont se spécialiser vraiment dans le traitement de la donnée. Donc, nous, on s'interface avec les systèmes des camions pour récupérer la donnée, pour la traiter, de sorte qu'on puisse faire les suivis avec le moins de ressources possible. Donc, vraiment faciliter l'analyse pour les agents et optimiser les interventions. Puis, tu me demandais mon pitch de vente. Ben, en fait, c'est facile. Les services, ils sont extraordinaires. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, on a à la porte un bac bleu, un bac brun pratiquement partout maintenant. Qui serait, si ce n'était pas le cas, un frein à le faire, en fait. Là. Ben, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils sont sous-utilisés. Donc, c'est déjà là. C'est déjà une dépense, elle est déjà là. Après, les données, comme je te dis, il y a énormément de municipalités qui ont déjà la collecte intelligente. Et donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est donner l'occasion de traiter ces données-là pour réduire en plus le déchet et les coûts, sans dépenses supplémentaires par rapport à ça. Donc oui, c'est intéressant. Vous prenez les données, vous générez un rapport, le citoyen reçoit son rapport de tonnage ou... Non, c'est plus compliqué que ça parce que ce que je t'expliquais, c'est que le but, c'est vraiment de savoir à qui appartient le bac, et puis gérer toutes ces anomalies de maintenance. Donc vraiment, ce qu'on fait, nous, c'est beaucoup gérer les anomalies. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Donc, c'est vraiment là et gérer les interventions, parce que c'est là qu'on perd beaucoup de temps sur le terrain. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Oui. Puis, y a-tu... tantôt, on parlait de justement là, de greenwashing ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des municipalités qui n'utilisent pas cette tarification-là, puis comme vous n'êtes pas à l'abri de ne pas les voir, justement, vu qu'ils n'utilisent pas est-ce qu'il y a des façons il n'y a pas de greenwashing dans cette industrie-là? Comment ça marche?
Écoute, oui, il y a toujours des façons de... Est-ce que le greenwashing, c'est un gros mot quand même pour ça, mais c'est sûr qu'il y a toujours des façons de le faire à moitié puis dire, là, j'ai fait une tarification incitative. Ouais, c'est et ça. Puis, oui, il y a énormément de cas où on est rentré, on s'est rendu compte qu'il ne faisait pas les suivis. OK. Donc, on ne sait pas trop. Puis là, j'ai fait des entrevues pour beaucoup de grandes villes. Surtout dans les années passées où on n'utilisait pas les technologies, et finalement, ils ne savaient plus à qui appartient le bac. Ouais, il y avait une tarification au volume, et puis les suivis n'étaient pas faits. C'est pas le greenwashing intentionnel, c'est plus, ils ont juste perdu le contrôle, en fait. Ils ont perdu le contrôle, mais ce serait un petit peu du greenwashing dans le sens, on dit, ah oui, on fait de la tarification incitative, mais finalement, si tu ne sais pas à qui appartient le bac, tu ne fais pas de la tarification incitative. Ultimement, tout le monde paye la même chose. Y a-tu, en parlant qu'on pose juste sur le terminus, sur le sujet des données, y a-tu justement, après combien de temps on se dit, OK, on voit vraiment un déclin, ça fonctionne, la réduction? Ils disent, je sais pas, je dis n'importe quoi, après 1 an et demi, on a vu que le citoyen, à la place de consommer une tonne, il est vraiment réduit à 500 kg à la place. Là. En fait, oui, c'est très rapide. En fait, avec Beaconsfield, on a réduit de 50% dès la première année par rapport à l'année de référence. En 1 an, wow, OK. Par rapport à l'année de référence. C'est sûr qu'il y a eu 2 années de mise en place. OK. Donc, ces 2 années de mise en place contribuent à faire parler du projet, à faire évoluer les citoyens. Donc oui, il y a définitivement, avant qu'on rejoigne tous les citoyens, ça prend un petit peu de temps. En général, c'est peut-être un 6 mois, je dirais, minimum, entre 6 mois et 1 an pour qu'on réalise des changements de comportement. C'est pour ça que parfois, les pilotes qui sont juste sur 6 mois, moi maintenant, je dis, non, on n'ira pas chercher un changement de comportement en 6 mois. C'est pas une petite échelle. Il faut se donner au moins 1 année et puis mettre en place un réel système tarifaire. OK. Puis au niveau de poids de la population, tu disais dans le fond qu'il y en avait juste 3 ou 4 municipalités là, qui le faisaient sur le bout d'une main. C'est quoi le gap qui manque? Au niveau de la population, on est à 5% de réussite. Non, c'est très... Si tout le monde le faisait. Là, ouais. C'est sûr que c'est aussi au niveau de la grande densité, c'est plus compliqué quand tu es dans des conteneurs. Il y a des solutions qui existent, mais malheureusement, elles ne sont pas encore très développées. En fait, elles ne sont pas développées ici. Il y a des solutions qui existent avec le sac, par exemple. Donc, tu payes par sac. Donc, quand tu es dans des grandes municipalités, et c'est le cas... c'est le cas de Montréal, c'est le cas de Laval, on a beaucoup de populations qui sont dans des grands immeubles où on a des conteneurs à déchets, donc c'est un peu plus difficile de faire le suivi. Parce que moi, j'ai un gros bac, là. J'ai pas mon bac à moi, là, déjà. Là. Exact. Donc oui, il y a des tas de choses qui peuvent se faire, mais on est encore loin par rapport à l'Europe, donc il faut que tout ça arrive, et pour ça, il faut qu'il y ait une première municipalité qui se lance. Mais il y a la volonté de le faire, mais c'est sûr que c'est toujours la même chose. Il faut que l'écosystème se développe. Ouais. Puis par rapport à l'Europe, si on a un comparatif, tout le monde fait déjà ça? Ou... Ça va dépendre des pays. Il y a des pays pour lesquels c'est réglementaire. Si je regarde la Suisse, ça fait des années, depuis qu'ils ont une loi sur la qualité de l'environnement, ils l'ont implantée. Donc eux, c'est sûr qu'ils génèrent la moitié de nous en termes de déchets. Puis tu as les pays d'Europe du Nord, l'Allemagne qui est très forte, la Belgique qui est très forte, c'est réglementaire aussi en Belgique. Mais tu as aussi des pays comme l'Italie, comme l'Espagne qui font beaucoup de tarification incitative. Donc, il y a plusieurs pays. En fait, soit c'était, si je regarde des pays comme l'Allemagne, c'est vraiment plus la mentalité, la culture qui a dominé, ou alors c'est la nécessité. Si tu regardes l'Italie, ils avaient des problèmes avec les lieux d'enfouissement qui coûtaient vraiment très, très cher. Fait que là, c'est la nécessité justifie les moyens. Toronto, même chose. Toronto a la tarification incitative depuis très, très longtemps. Le Québec génère 40% plus de déchets que l'Ontario. Ah ouais! Puis on glorifie souvent le Québec comme un fleuron qu'on est bon, on réfléchit. En service, on est bon en service. On offre la collecte, le recyclage depuis longtemps. Au niveau de la collecte des matières organiques en porte-à-porte, on est bon maintenant si on compare avec le reste de l'Europe. Fait que oui, on offre beaucoup de services. Donc c'est ça, l'opportunité est absolument fantastique parce que les services sont déjà dépensés. Ouais. On a déjà tout pour mettre ça en place. Ouais. Donc, puis pourquoi on en génère autant, finalement? Tu disais tantôt que c'était culturel, des fois c'est par nécessité. Nous, on se trouve dans quel cas, dans le fond?
On est un peu des deux ou juste... Pourquoi on en génère autant? Ou juste culturellement, on est juste en mode on aime notre F-150 puis on a 4x4 roues ou je sais pas, c'est Non, quoi? je pense qu'on n'aime pas déranger au Québec. On n'aime pas, on a peur que ça fasse, ça dérange les citoyens. Les citoyens sont considérés beaucoup comme des clients. Et je pense que, moi, pour avoir vu les changements, en fait, d'intérêt des élus quand on implante un projet, c'est vraiment rigolo parce qu'on passe vraiment d'une étape où ils nous regardent un petit peu bizarrement, moins en moins parce que ça, c'est de plus en plus connu, l'impact de la tarification incitative, mais au début, c'était vraiment rigolo de voir les changements de comportement des élus. Petit à petit, quand ils se rendent compte que c'est populaire, ils s'intéressent de plus en plus. On est passé à Beaconsfield, un premier maire qui nous a dit « No, never in Beaconsfield », à des maires qui étaient heureux d'aller sur toutes les tribunes parler de déchets et de leur système. Ouais. OK. C'est plus ça, je pense, c'est la peur de déranger, la peur de bousculer du changement, la peur de la minorité audible qui va se plaindre, hein, parce que la majorité silencieuse, elle dérange moins. Elle parle... Ouais, exact. Que ceux qui parlent très fort. Puis qui, exact. Les humoristes, ils disent souvent le « Oh my God, tout le monde est en train de te détester, t'as pas vu les commentaires. » Puis c'est comme, mais combien de personnes parmi les 60? Deux? C'est comme, mais c'est pas tout le monde, ça? C'est un peu ce principe-là. Mais... Ben ouais, tout à fait. Puis, des élus, hein, ça vit au milieu de leur population. Hein, donc, c'est pas très agréable d'avoir des gens qui sont pas contents. Donc, c'est normal. C'est le principe de notre démocratie. Non? Donc, c'est ça. Mais plus on comprend à quel point ça fait du sens, plus on comprend à quel point c'est populaire. Maintenant, c'est juste la mise en œuvre. Puis c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on offre. Puis comment on fait pour réduire cet impact de minorité audible qui est, oh my God, c'est super fort parce qu'on en a tous, on en connaît tous, même que ça soit au travail. J'ai l'impression que c'est une réalité qui est partout un peu comme ça, dans le fond. Oui, c'est ça. Ben, écoute, comment on le fait? Je pense que quand un système fait tellement de sens, hein, je le redis, j'aime beaucoup... l'acronyme plus américain, là, Save Money and Reduce Trash, qui a à perdre avec ça? Donc, c'est passer au-dessus des préjugés, c'est comprendre que ça tombe sur le sens. Quand on génère moins de déchets, ben, c'est moins de déchets. Ça coûte moins pour le traitement, mais ça coûte moins au transport, à la collecte. Hein? Donc, on a tout à y gagner. Dans le fond, utiliser l'argument du gros bon sens, comme on dit. Ben, c'est absolument ça. Donc, c'est de se rendre là. Il y a des gens qui comprennent un petit peu moins vite que d'autres. Okay. Donc, je dirais que c'est le temps que ces gens-là comprennent que finalement, ben, c'est bien géré, parce que c'est ça, c'est une bonne gestion, hein, c'est une saine gestion. Ouais. Quand tu mesures pour encourager des comportements à réduire l'utilisation d'un service et puis que tu payes en conséquence, c'est une saine gestion. Alors, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui, au bout du compte, quand ils comprennent, sont contre ça. OK. Puis, est-ce que vous êtes les seuls à faire ça au Québec, Verbocube, ou vous avez des compétiteurs? Est-ce que la population ou le Québec gagne à avoir plus d'entreprises qui fait la même chose? Comment ça fonctionne, cette, je vais dire industrie, là, mais... Absolument. C'est un peu ça? Non, en fait, on n'en avait pas beaucoup, mais surtout, c'est qu'on n'en avait pas nécessairement qui faisaient ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la maîtrise de la donnée qui est importante pour aller jusqu'à la tarification incitative. En fait, on a beaucoup d'entreprises qui vont être liées au système embarqué dans les camions. Okay. Donc, leur modèle d'affaires dépend davantage de ce qu'ils vendent aux collecteurs. Okay. Nous, le système qu'on met en place, c'est de dire aux collecteurs, équipe-toi avec le système que tu veux, en autant que tu nous donnes la donnée dans ce format. Et on travaille justement sur des lignes directrices pour standardiser ces exigences-là à travers les municipalités. Oui, avant le podcast, on parlait de standardiser les exigences des collectes. C'est-tu de standardiser les types de données? C'est quoi ces données-là, en fait? C'est-tu un fichier Excel avec des 1, 0, avec des colonnes de kilogrammes? C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est surtout des coordonnées GPS, c'est du temps, c'est des identifiants. Et oui, c'est comment tu les transmets, quel est le format, quelle est la fréquence à laquelle tu veux le transmettre et quels sont les outils, donc les exigences, les systèmes embarqués qu'on exige dans un contrat de collecte. Donc,
Ce qui est important, effectivement, c'est d'aller vers une standardisation. Les pays européens où c'est le plus développé, ben, ils ont des standards qui permettent justement qu'un collecteur, ben, d'un contrat à l'autre, il sait que c'est le même standard. Donc, il ne va pas avoir à s'équiper spécialement pour un contrat. Okay. Et ça permet aussi à une municipalité qui se lance dans l'aventure de s'appuyer sur des règles. Parce que quand tu es au début, on ne sait pas quoi exiger. Donc, finalement, ta collecte exige des équipements, mais si tu n'arrives pas à traiter, analyser ces données-là... Pas un camion avec tel capteur, puis un autre camion avec d'autres types de capteurs, en fait. C'est un peu ça? Ou... Ben, c'est ça. C'est quand tu ne sais pas, comme n'importe quoi, là, quand tu ne sais pas de quoi tu parles, ben, tu vas demander des choses, ça va être assez vague, et puis finalement, ben, tu ne vas pas pouvoir exploiter les données comme tu devrais le faire. Donc, c'est ça l'important, c'est qu'on standardise. Puis aussi... quand tu débutes, moi, j'ai vu pas mal de municipalités qui gardaient les exigences d'avant, donc des rapports papier, puis qui ajoutaient des exigences de nouveau, donc des rapports électroniques. Mais le but, c'est de remplacer ce qui était ancien puis qui prenait du temps pour le collecteur, de descendre mettre un avis, par exemple, parce qu'il y avait de la contamination. On veut plus ça, on veut simplifier le plus possible, en s'appuyant sur les systèmes intelligents et d'accélérer le suivi pour les deux parties. Puis au niveau de Montréal et toutes les municipalités qui ont le plus d'impact, est-ce qu'on est standardisé au niveau des camions? Ça vous n'avez pas de problème? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites, là, il y a telle municipalité qu'on a dans l'œil parce qu'ils ont déjà les standards, ou il y en a comme, non, les autres sont trop en retard. Comment ça marche, justement, la recherche d'une potentielle, entre guillemets, client ou quoi que ce soit? Ou... écoute, nous, notre objectif, c'est toujours la réduction du déchet. Donc, c'est ça qui va être notre moteur. Et puis après, on va s'adapter avec le besoin. On va accompagner la municipalité pour aller jusque-là. Donc, ça passe par la gestion des contenants pour aller changer les comportements et que le citoyen se sente heureux là-dedans. OK. Puis j'aimais bien le début du balado quand vous parliez de le psychologue qui étudiait justement beaucoup les comportements et tout. C'est qu'est-ce que, à travers toutes les années, tu as appris de trouver très intéressant, à se dire genre, wow, ça, premièrement, qu'est-ce que lui vous a appris? Puis qu'est-ce qu'il vous a appris depuis toutes ces années-là sur le comportement humain? En fait, oui, il y a plein de trucs intéressants, effectivement, puis je peux pas... passer pour une spécialiste là-dedans, mais je dirais que moi, les deux trucs que j'ai retenus, c'est cultiver, comme je disais au début, le feel-good. Parfois, on ne soupçonne pas la culpabilité, qu'elle soit exprimée sous forme de rage ou sous forme d'implication pour l'environnement. Ou de manque de service, même. Hein? Non, mais je veux dire, dans l'esprit des humains. Okay, dans l'esprit de l'homme occidental. Okay. Il y a une conscience qu'il y a un problème dans notre système. Et qu'il l'exprime ou pas, je pense qu'il y a toujours inconsciemment une culpabilité. Donc, quand tu donnes cette opportunité de bien faire les choses, moi, je suis convaincue que tu permets à la personne de se sentir bien. Donc, ça, c'est une des choses qui va changer le comportement. Plutôt que d'accabler, de punir, on y va plus par... la récompense, tu payes moins cher, mais aussi tu fais du bien et on le mesure. C'est ça qu'on donne. Malgré le construit que dans le capitalisme, on aime tellement consommer, non, on n'aime pas les déchets. Personne n'aime les déchets. OK. Personne n'aime les déchets. On a du mal à résister à une bonne publicité. Écoute, ils sont forts, là, le marketing est fort, le pouvoir de l'achat, la dopamine que ça génère un déchet. Pas un déchet, mais acheter quelque chose. C'est pas le déchet. Ça, c'est très, très fort. C'est très dur de résister à ça. Mais ça n'empêche pas que personne n'aime les déchets. Puis on aime encore moins les déchets de ses voisins. Donc, un système comme ça qui permet... Moi, je fais attention, je vais payer moins cher. Puis mon voisin qui ne fait pas attention, lui, il va payer plus cher. C'est comme une double récompense. Ça devient une compétition. C'est satisfaisant. Dans le fond, c'est que tes efforts sont doublement récompensés. C'est un petit peu ça, le pollueur-payeur. C'est ça l'intérêt. Puis l'autre chose que tu me demandais, les changements de... La psychologie dans l'environnement, ce qui est intéressant, ce qui nous a appris, c'est l'impact de la peer pressure. Donc, la pression par les pairs, en fait. Et ça, c'est vraiment rigolo, comment tu peux faire du chemin avec ça, en fait. Le bac que tu mets à la rue, il est quand même très visible. Tu le mets devant chez toi. C'est vrai. Alors,
il y a vraiment aussi, là aussi, tu vas chercher du feel-good pour toute une population, de mettre un bac qui est plus petit. Bon, il ne faut pas être démesuré, là, il faut que ça corresponde à ton besoin, mais ça a un impact. Tu peux faire du chemin en environnement avec cette peer pressure. Parce qu'ils agissent par exemple. Voilà, exactement. Okay. On agit par exemple, et puis quand tu donnes pas d'attention aux déchets, ben, les gens se rendent pas compte, puis on finit par oublier. Moi, la première, là, pourquoi je trierais, c'est... Puis quand tu commences à vraiment à t'y intéresser, ben, comme je te dis, tu nourris ce sentiment-là de faire ta part dans le fond, dans la société. Puis dans les données, est-ce que tu le vois? Il y a un voisin qui était en plus petit, ça a commencé. C'est grâce à, je sais pas, un voisin porte 315, puis je sais pas. Non, on va pas du tout à ce niveau-là, puis c'est pas intéressant non plus. Puis de toute manière, on pèse pas les déchets, donc on n'irait pas à ce niveau-là. Par contre, oui, globalement, tu le vois sur le tonnage dans une municipalité, définitivement. Tu vois les tonnages qui baissent de façon importante. Hein. C'est jusqu'à 50% qu'on réduit, entre 20 et 50%. Puis les études à travers le monde le confirment, étude après étude. Évidemment, au Québec, on n'a pas une assez grosse population pour générer une étude significative, mais tu vois, je suis tombée sur une étude au niveau de la Nouvelle-Angleterre, c'est moins 30% si on compare les villes qui ont une tarification incitative de celles qui n'en ont pas. L'ADEME en France a sorti une étude relativement récente. C'était autour de 47% l'écart. Donc, c'est considérable, en fait, les gains que tu vas chercher. Et ça a un impact sur les gaz à effet de serre qui est très significatif. Puis, y a-tu des pays qui, mettons, est-ce que on regarde ce qui s'est passé avec au Québec, là, on a envoyé nos déchets en Chine et tout. Est-ce que c'est quelque chose que, justement, c'était peut-être une bonne chose pour que le Canada ou le Québec arrête de faire ça? Est-ce que ça se retrouve vers nous, en fait, là, cette gestion de déchets-là? Puis est-ce que ces données-là, on les a, genre l'avant-après, ou cette transition-là? Ou... là, tu m'emmènes un peu sur un autre sujet. On disait au début que c'était très, très vaste, la gestion des matières résiduelles. Donc là, c'est plus comment sont gérées les matières recyclables. Oui, c'est surtout pas une bonne pratique d'envoyer des déchets à l'autre bout du monde. Le fait que la Chine ait fermé ses frontières, ça nous a forcés à gérer ça dans nos frontières. Donc oui, c'était une bonne chose. Ça le fait bouger justement, comme tu disais, les nécessités versus culturelles. Là, c'était plus une nécessité là, maintenant. C'est sûr, hein, la nécessité est la mère des changements. Donc là, c'est sûr que c'est toujours la meilleure motivation. Puis là, récemment, c'est donné aussi, on a un changement de régime avec... on est passé du régime de compensation au système de collecte sélective élargi. Donc là, c'est sûr que ça change aussi la responsabilité. Donc là, maintenant... Éco-entreprise Québec, qui est responsable du recyclage, a des objectifs de recyclage à atteindre. Puis il y a cette responsabilité aussi, donc les moyens d'agir au niveau du traitement, ce qu'elle n'avait pas avant. Avant, elle faisait juste payer la facture. Là, aujourd'hui, c'est Éco-entreprise Québec, hein, c'est l'industrie, hein, c'est des représentants de l'industrie qui viennent mettre finalement des pratiques, des bonnes pratiques industrielles, qui ont un pouvoir aussi maintenant, c'est comme le seul donneur d'ouvrage en collecte sélective, donc qui ont un pouvoir d'influence aussi pour mettre en place de meilleures pratiques pour l'efficacité dans la collecte et dans le traitement. Puis, est-ce que c'est ça, vous regardez pas, vous faites que la collecte des données puis les traiter, mais est-ce qu'on croit encore au recyclage au Québec? Il y a tellement d'articles qu'on voit à la presse qui disent « Ah, finalement, ça s'en va ça ». C'est-tu encore un mythe, le recyclage, ou c'est l'es-tu? Il y a beaucoup qui disent que c'est une solution, mais là, ça prend plusieurs choses, là. Mais est-ce qu'au Québec, on recycle bien? Là, on compare tout le temps, là, oh my God, à Singapour, ils sont tellement bons, nanana, et tout. Qu'au Québec, on est à des années-lumière. Oui, non? En fait, écoute... T'aimerais une réponse simple, mais il n'y a rien de simple dans les déchets. Non, il n'y a pas simple. Il reste encore du temps. Alors, je te dirais, on a tout ce qu'il faut pour bien faire. Peut-être qu'on a un petit peu trop élargi le concept de tu peux tout mettre, absolument tout dans ton bac, tant que c'est un contenant, un emballage
et un imprimé. Là-dedans, il y a encore des emballages aujourd'hui qui ne se recyclent pas bien, puis qui doivent être gérés quand même dans le bac bleu et qui sont encore des enjeux. Donc oui, il y a la mise en marché. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. On le voit d'ailleurs. Hein. Les emballages sont de plus en plus allégés. Les matières mixtes sont pas mal transformées. Si tu prends ton petit casseau de fraises, il n'y a pas si longtemps, il y avait tout le temps, ton petit casseau est en carton, ce qui se recycle très très bien. Puis tu avais la poignée en plastique. Donc là, tu es dans du multimatière, ça se recycle pas très bien. Puis là, de plus en plus, tu vois cette poignée qui se transforme par une poignée en carton. Là, tu arrives en monomatière, une matière qui est facilement recyclable. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire en éco-conception, mais tu sais, dans le domaine des matières résiduelles, on arrive toujours après coup. Hein, le contrôle sur ce qui est mis en marché est toujours beaucoup plus difficile. Donc, est-ce que ce qui est mis en marché est top pour être recyclé? Non. Mais est-ce que ça s'arrange? Est-ce qu'on y travaille? Oui. Est-ce qu'on se donne les moyens de ça, pour ça? Oui. Mais après, il y a quand même aussi, on peut faire attention à ce qu'on achète. On peut se poser la question, est-ce que c'est du multimatière? Ça va peut-être moins bien se recycler que du monomatière déjà. Est-ce que je le mets tout seul, tout cochon, puis ça va contaminer tout le reste du camion? Est-ce que je mets n'importe quoi? Puis, il y avait des pubs que j'aimais beaucoup, là. On voyait, je pense que c'était pour Bac Impact, on voyait quelqu'un qui mettait un petit appareil électrique dans un bac bleu en se disant « Oh, au pire, ils s'arrangeront. » Ben non, non. Si tu mets n'importe quoi dans ton bac bleu, ben oui, tu contamines tout le reste. Donc, garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out, c'est vraiment vrai pour les matières résiduelles. Donc, c'est ça. Mais on a mis la barre très, très haute en voulant absolument, avec des grands bacs, que tout le monde mette absolument tout ce qui est chez emballage. Donc, c'est sûr qu'il reste des matières qui sont plus difficiles à recycler. C'est vrai. Au niveau de gestion de données, est-ce que vous avez des limitations éthiques? Comment ça fonctionne? Comment on évalue toute cette gestion de données-là? Tu sais, on parle tellement là, de OpenAI, tout ce qui est l'intelligence artificielle, la protection de données. Comment ça fonctionne, ça? Y a-t-il des limitations? Ben oui, absolument. On est soumis évidemment à la loi 25. Donc, ça veut dire déjà qu'il faut que les données soient traitées au Canada en partie. Puis oui, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données, mais il ne faut pas oublier qu'on ne va pas en chercher plus. Hein. Ça reste des informations qu'on avait quand même déjà. Ce qu'on va chercher, c'est l'identifiant pour la responsabilisation. Mais déjà, ces données-là ne sont pas vendues. Elles restent dans les mains des municipalités, puis on est tenu à des ententes de confidentialité aussi. OK. J'imagine qu'il doit y avoir la cybersécurité aussi à ce niveau-ci. Absolument, oui, ça c'est... On est bien protégé. Toute entreprise doit avoir ces mesures de cybersécurité. C'était-tu quelque chose que vous aviez réfléchi au début de l'entreprise, de la création, que c'est quelque chose qui vous faisait peur? Comment on attaque cette question-là? Oui, c'est une grosse question. Une bouchée à la fois. On va y aller une bouchée à la fois. Mais oui, là, maintenant, je suis super bien entourée. On est une équipe de 9 personnes maintenant. Donc, oui, il y a du monde qui est spécialisé là-dedans et puis qui fait très attention à ça. C'est quoi l'équipe? C'est des spécialistes en analyse de données, des mathématiciens en statistique? Ça ressemble à quoi l'équipe? Qu'est-ce qu'on a besoin? Beaucoup de monde en informatique, du monde en marketing, du monde en vente, du monde en gestion des matières résiduelles, mais beaucoup de monde en informatique. OK. Est-ce que vous faites des tendances, d'analyse de graphiques? Ça ressemble à quoi une journée dans votre quotidien? Moi, dans mon quotidien, en tant que fondatrice, c'est chercher de l'argent. Donc, quand tu pars une start-up, c'est pas mal ton activité la plus importante. Et puis sinon, évidemment, c'est la gestion d'une équipe, c'est la gestion des clients. Comment on développe cette solution-là? Hein? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que c'est qui est nécessaire? Comment tu le cadres? Toute cette planification-là. Donc, oui, on a de quoi s'occuper. Monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent pas les politiques de gestion de déchets ou traitement de données ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils devraient savoir sur les politiques de ses propres gestions de déchets ou de données? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Parce que j'ai reçu quelqu'un qui faisait des politiques publiques, mais quelle politique publique monsieur, madame, tout le monde devrait savoir sur toute cette question-là de gestion municipale? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? En fait, c'est rigolo parce que on gère des matières qui sont à l'abandon. Hein.
par définition, une matière que tu mets, que tu déposes, tu délègues ta responsabilité par rapport à cette matière-là. Donc déjà, en partant, il n'y a plus de confidentialité, mais peut-être ce que je pourrais dire, c'est quand on parle de caméra pour manipuler un bac, ou voir dans la trémie. Ouais. On ne voit pas une carte de crédit, on ne voit pas des choses intimes. On cherche des bonbonnes de gaz, on cherche des sacs de poubelle dans du recyclage. Les trucs qui font en force une gestion de risque d'équipement, en fait, plus équipement, mais aussi de la contamination. Quelqu'un qui met ses déchets dans un bac bleu, ça va finir par se voir. Là. Il risque d'avoir quelques communications et puis... Les meilleurs vont mettre... Maintenant, il y a des réglementations, en fait. La plupart des municipalités, tu as des règlements qui, en fait, interdisent les matières valorisables dans les déchets et les déchets dans les flux valorisables. OK, les données, ça peut aller jusque-là. C'est pas les données, c'est la réglementation. Oui. Non, mais je veux dire que, mettons... Maxime, il a mis un pot de peinture dans le bac de compostable. Il peut recevoir Une amende? Ça existait déjà avec les visites des patrouilles vertes, ce qu'on appelle les patrouilles vertes, qui vont ouvrir les bacs pour voir s'il y a de la contamination. Ça fait longtemps que ça existe. Ah ouais? Ben oui. Ah quoi? OK, puis ça fonctionne. Genre, mais c'est très ponctuel, en fait, quand tu fais ces visites-là. Mais oui, ça fait partie du changement de comportement de savoir que quelqu'un fait attention à ce que tu jettes. Ah oui, un peu pourquoi je vais pas à 200 km/h dans une zone scolaire? C'est parce que je sais qu'il y a un potentiel policier qui peut m'attraper, en fait. Exactement, okay. Puis c'est ça que tu vas chercher. Tu vas pas chercher le détail, mais c'est vraiment des comportements répétitifs et puis... mais avant tout... Ou très graves, au fond. Je dirais très grave. Un pot de peinture dans un pot de compost. Ouais, c'est surtout la répétition. C'est la répétition. C'est quelqu'un qui ne veut pas savoir, qui persiste dans ses comportements, qui finalement va avoir c'est pas une amende. Truc, non, parce qu'une municipalité, avant tout, ce qu'elle veut, c'est informer, sensibiliser, puis changer un comportement. Elle a plus que taper sous le clou. Là. C'est pas du tout. Ils font pas d'argent avec ça. Mais c'est important déjà qu'on sache que tu as une responsabilité en tant que citoyen. Tu peux pas jeter tes matières organiques. Normalement, il y a des règlements dans la plupart des municipalités. Montréal a des règlements sur... Laval aussi, je pense. À les règlements, tu n'as pas le droit de jeter tes matières organiques dans les déchets. C'est pour ça qu'on offre un service. Donc, ça sert à ça. Okay. Puis ça existe, tu dis que ça existe depuis si longtemps, mais moi, j'en ai jamais fait ça. Ou genre, des patrouilles vertes? Des patrouilles vertes, oui, c'est ça. Puis est-ce que toutes les municipalités font ça? Ou pas mal, mais c'est juste l'été avec quelques étudiants. Ça, c'est du spot check. C'est ça, exact. Pas... Ah ouais, ça doit être super valorisant comme job dans les gars, de dire j'ai spoté le tel voisin qui non, je sais pas. En fait, ils vont pas spotter leurs voisins à eux, ils travaillent pour la municipalité. Mais de se dire c'est mon voisin de ville, je sais pas, peut-être pas de la rue, là, mais de se dire mon Dieu, c'est le fun d'avoir cet impact-là. Je sais pas, faudrait leur demander. Je peux pas dire que j'ai entendu. Mettons si j'avais à choisir ma job entre quelqu'un qui donne des tickets de stationnement, puis c'est des tickets de ça, je choisirais ça, mettons. Non? Ah ouais? Ouais? Ah ouais? Non? Je sais pas. Ouvrir des poubelles? Journée longue? Ou être assis dans ta voiture pour mettre des tickets? Je sais pas. Avec les années, qu'est-ce que vous retenez de plus plaisant dans l'ouverture de cette entreprise-là? En fait, c'est la finalité, et c'est de mobiliser des gens autour de cette finalité-là. C'est l'impact qu'on a, c'est ça qui nous fait avancer. C'est que c'est vraiment significatif. C'est pas anecdotique. Parfois, est-ce que je suis découragée quand je marche dans certaines ruelles? Oui. Okay. Mais il faut toujours se dire... c'est sûr, là. Oui, c'est sûr. Des fois, écoute, dans ma propre ruelle. Mais c'est tout le potentiel d'amélioration qu'on peut amener. Ouais, ça reste... En fait, vous êtes resté motivé par les changements systémiques, en fait. Oui, on a un impact, comme je disais au début. Là, on offre déjà les services, on a déjà toutes ces dépenses-là. Donc, mettre un système comme ça en place de collecte intelligente avec tarification incitative, ce qu'on appelle la CITI, c'est super gagnant. Là. Ton retour sur l'investissement, il est rapide. Ça prend des efforts pour mettre en place, mais une fois que c'est en place, ton retour sur l'investissement est très rapide, puis l'impact est très significatif. Donc, oui, je fais mon impact carbone il n'y a pas très longtemps, puis je peux te dire c'est très, très significatif. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Écoute, on regarde... L'impact carbone de l'entreprise ou de vous personnellement?
En fait, le fait de réduire, qu'est-ce que ça apporte? Si on fait une projection, par exemple, qu'on évalue une réduction de 25% des déchets, ce qui est totalement atteignable, avec la quantité qu'on génère aujourd'hui, tu vas chercher, si c'est la population du Québec, là, par an, tu parles de 180 000 tonnes par an de CO2 évité. Au Québec ou par personne? Si tu parlais de la population du Québec, 8 millions. Non, 180 000 tonnes par personne, ça ferait un petit peu beaucoup. Énorme. mais pour la population qu'on a, ce serait 180 000 tonnes. Mettons que tu rejoignes seulement 10%, là, c'est déjà 18 000 tonnes par an. Donc, c'est considérable, en fait. Puis c'est répétitif. C'est pas juste une fois, c'est par an. Ouais, donc, c'est très significatif, cet impact-là. Donc, c'est très intéressant. Puis, comment on va chercher cette réduction-là? Je reviens à ce que je disais au début. On l'offre. C'est le service des matières organiques. C'est la contribution. Finalement, c'est le tri aux matières organiques qui fait le plus défaut. Quand on a mis ça en place à Beaconsfield, on a vraiment mesuré. C'est vraiment les déchets organiques qui passaient, qui sortaient des déchets pour aller dans la collecte. Et c'est là que tu vas chercher ton gain et ton impact carbone. Donc, je dirais, c'est ça le plus, c'est de motiver des équipes autour de la réduction puis de l'impact environnemental que ça a. Avant le podcast, on parlait des industries qui traitent justement les déchets. Là, on parle il reste 10% à réduire. Est-ce que eux, ça les aide à justement à se dire, est-ce que nos dompes sont surchargés et ça leur ferait du bien d'avoir 10% de moins ou justement comme est-ce que ça aide justement l'impact? Oui, je comprends que l'impact CO2 il est réel, mais justement est-ce que économiquement est-ce que ça a un intérêt? Non, pas nécessairement juste économique, de se dire est-ce que, tu sais, mettons par exemple quand je travaillais dans une entreprise qui faisait des pales d'éoliennes en Gaspésie, ils nous disaient telle entreprise, il faut réduire la quantité de déchets à envoyer parce que le système ne le prend pas, genre comme it's just too much. Est-ce qu'on peut faire ce genre de parallèle-là, de se dire ça aide justement à désengorger le système, ce 10%-là à réduire comme objectif? Absolument. Tu sais que il y a un quart des sites d'enfouissement au Québec qui vont atteindre leur pleine maturité d'ici 2030. C'est pas loin, 2030. Un quart des sites d'enfouissement. Donc, définitivement. Puis, des sites d'enfouissement où il y a l'impact carbone, mais il y a l'impact sur les populations, où ça se déplace, ces petites choses. Quand on doit agrandir un site d'enfouissement, on se rapproche des maisons inévitablement parce que, évidemment, on les met pas plus loin. On va pas les mettre plus loin, ça coûte cher le transport. Donc, c'est toujours des sites qui sont quand même assez proches des populations qui génèrent le déchet. Donc, quand on agrandit, on se rapproche des quartiers résidentiels et des nuisances que ça génère. Donc, personne n'a intérêt à ce qu'on agrandisse nos lieux d'enfouissement. Comme tu disais au début, personne n'aime les déchets. Non. Puis encore moins dans ma cour, Exact. Fait que, oui, puis après ça, si tu me parlais justement de ceux qui collectent ces déchets-là, écoute, une réduction de ton tonnage dans une municipalité qui applique la tarification incitative, qui va réduire 20% de ces déchets, ou 25%. Tu vois, on a fait la mesure pour une régie donc, qui était elle-même en gestion, en collecte, donc à l'interne. Donc, on avait accès à leurs coûts. Puis, on a mesuré que le 25% de déchets réduits, c'est 20% d'économie sur la collecte et le traitement. Wow! Ça, c'est des coûts en moins, en fait. C'est très significatif. Mais c'est très économiquement intéressant. Oui. Oh, wow. Fait que tout le monde, y a-t-il des aspects négatifs? Dans le fond, il n'y a pas d'aspect négatif à c'est la mise en œuvre. Ouais. Oui, c'est la mise en œuvre. Qui est difficile, oui, je comprends. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les municipalités sont tenues avec leur contrat de collecte qui dure en général entre 5 et 7 ans, parfois 3 ans. Donc, c'est des cycles assez longs. Et à chaque fois, ça va dépendre de leur contrat aussi parce qu'il faut qu'elles aient une collecte intelligente pour pouvoir appliquer le système. Donc, c'est ça qui va freiner. Il y avait la gestion des données, mais il y a aussi ces cycles-là contractuels qui freinent aussi l'adoption. Il faut terminer tel contrat avant de pouvoir implémenter telle solution. C'est ça. Tu ne peux pas l'implémenter. Tu peux tester peut-être un peu dans un contrat, mais pour avoir vraiment des résultats, il faut savoir de quoi tu parles, il faut savoir ce que tu fais. Donc, c'est pour ça qu'on aide là-dedans. Et à quoi ça ressemble une gestion idéale des matières résiduelles ou des données dans 10-20 ans? Ça ressemble à quoi votre utopie?
Ah ben, c'est pas la gestion des données, c'est surtout la gestion des matières résiduelles. Écoute, c'est sûr qu'on rêve d'une circularité des matières. Donc, que tout ce qui est mis... moi, je pense que c'est la nécessité. C'est toujours, je crois beaucoup à la nécessité économique. On le voit déjà, tout coûte beaucoup plus cher. On vivait au-dessus de nos moyens, très clairement. Pourquoi on part en vacances à l'autre bout du monde et puis ça coûte moins cher que de rester ici pour passer nos vacances? C'est peut-être parce qu'on ne payait pas le vrai prix. Ouais. Bon, je pense que ça nous rattrape. Le monde se réveille, tout coûte de plus en plus cher. Donc, je pense que l'efficacité va s'installer de plus en plus. Et puis, à quoi ça ressemble? C'est que ce qui est mis en marché soit mis de façon durable, donc qui dure longtemps, qui soit recyclable, réutilisable, évidemment, les fameux 3R. Pensez-vous que passer à un modèle plus de déchets circulaires, c'est possible? Est-ce que ça s'en vient? Oui, absolument, mais ça ne se fait pas 100% tout seul. Ouais. Qu'est-ce que ça prendrait? C'est une combinaison, en fait, les de gens choses. Disent tout le temps, c'est le gouvernement! c'est toujours la faute du gouvernement. Puis le gouvernement, des volontés politiques. Ouais, mais c'est ça. Mais ils dépendent des électeurs aussi. C'est qui... C'est les électeurs, en bout de ligne, qui ont le gros bout du bâton. Donc oui, ça prend des politiques publiques, ça c'est sûr, pour payer le vrai coût de ce qu'on appelle les externalités négatives. Si juste mettre n'importe quel type de déchet en marché, ça rapporte plus d'argent que de mettre un produit qui est recyclable, réutilisable, c'est sûr qu'on a un modèle qui va demeurer le même. Donc oui, les politiques publiques peuvent aider dans ça. Et puis après ça... là aussi, le client aussi influence par ses achats. C'est Laura Ridel qui disait « acheter, c'est voter ». Donc, commençons déjà... Donc, commençons déjà à réfléchir à ce qu'on achète. Moi, je disais, il y a un professeur qui avait déjà dit à l'UQAM, j'ai fait un certificat en développement énergétique durable, qui disait que les mines du futur vont être les dompes actuelles. Mais j'imagine que vous restez quand même optimiste à être encore présidente ou de votre entreprise. Est-ce que vous êtes encore optimiste par rapport à tout ça? Est-ce qu'un jour, on va arriver à briser ce cycle-là? Ou vous êtes... Ou justement, on dit souvent les médecins, ils vont toujours trouver du travail parce que les gens vont toujours être malades. Est-ce qu'on se trouve un peu dans cette situation-là? Est-ce qu'un jour, il n'y aura plus de déchets puis j'aurai plus à exister? Oh mon Dieu, je serais contente, je vais prendre ma retraite. Vous n'allez pas prendre votre retraite d'ici tôt, je pense. Non, c'est clair que moi, c'est ça qui me motive. C'est tant qu'on a un impact, on va continuer. Et puis, je le disais au début, la marge d'amélioration, surtout au Québec, on est le plus gros générateur au Canada. Donc, on a tout à faire. Non, c'est pas juste. On peut faire beaucoup mieux. C'est surtout ça que je voulais dire. Si vous avez à laisser une seule trace durable au podcast à dire, ça serait quoi? De mettre un message à un citoyen ou à des citoyens, peu importe. Écoute, on a déjà les services, on a déjà les données, alors on n'a plus qu'à s'y mettre. Mettre la collecte intelligente avec tarification esthétique. Prendre conscience. Merci tellement d'être venue au balado, Marie-Caroline. Ça m'a fait plaisir, merci à toi. Est-ce que tu as aimé ça? Oui. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Réfléchir sur ce qu'on fait, c'est cool. Donc, est-ce qu'on peut suivre... où est-ce qu'on peut aller regarder votre site Internet? Y a-t-il des réseaux sociaux ou quoi que ce soit? Ou... en fait, je suis beaucoup sur LinkedIn. Les réseaux sociaux, je confie ça aux plus jeunes de l'équipe. Je suis pas une fan de ça, mais oui, on s'y met. Puis le site Internet, il est encore au chaud, mais il s'en vient. Mais c'est quoi les réseaux sociaux que... je suis beaucoup sur LinkedIn. C'est LinkedIn. Okay, pour moi, c'est LinkedIn. Super. Donc, merci d'avoir été des nôtres au podcast Écologie et Société. Évidemment, si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, le partager, puis continuer les réflexions. On se retrouve sur toutes les plateformes de podcast. Sinon, sur Instagram à écologie.société, je vais poster justement votre épisode, la pochette et tout. Donc, merci beaucoup. Salut. Bye.